Salut tout le monde, je m'appelle Olivier Voyer, je suis directeur du développement logiciel chez Progis. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Vincent Hood, qui est un lead programmeur chez Progis et qui travaille étroitement avec notre équipe de leadership de technologie. Donc, salut Vincent. Bonjour. Bienvenue au Progis Talk. Alors, avant de commencer les sujets, j'aurais aimé ça que peut-être tu te présentes un petit peu rapidement, 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours un peu académique, ton expérience de travail? Qu'est-ce que tu fais chez Progis? Oui, mais bon, comme tu as dit, je m'appelle Vincent, je suis lead programmeur chez Progis. Ça fait longtemps quand même que je suis chez Progis. J'ai commencé, en gros, j'ai commencé par mon parcours professionnel. Académique, là, mais j'ai fait mon cégep à Trois-Rivières. Il y a des années de ça. Puis j'ai fait l'université aussi à Trois-Rivières. En fond, j'ai fait un deck back dans la région. Et puis Progis a été comme mon premier stage durant le cégep, initialement. Ouais. Donc, à ce moment-là, je travaillais dans une autre équipe que tu connais bien, le Progipac, maintenant avec Charles. Il était sur le point de sortir la nouvelle plateforme Progipac 2 à ce moment-là. Wow. Okay. Fait que j'ai commencé, c'était beaucoup. On avait un gros fichier Excel, régler des bugs, puis pour être préparé à la release de ce logiciel-là. Ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus. Fait que ça a été beaucoup mon stage. Ensuite, j'ai travaillé un peu là durant l'été, beaucoup pour ramener les tests unitaires dans cette plateforme-là. Améliorer un peu les tests automatisés dans cette plateforme-là. Puis j'ai quitté après ça pour partir à l'université. J'avais pas trop le temps de continuer à travailler. Être en partiel, ça marchait pas trop. J'ai décidé de juste faire mon université puis voir ailleurs. J'ai quitté Progis à ce moment-là. Fait ça, OK. Ouais. Avec la formule DECBAC du cégep université, c'est seulement 2 années d'université qu'on fait. Sauf une année parce que tu fais des cours de mathématiques au cégep, puis certains de tes cours d'informatique au cégep vont principalement te créditer la première année du bac. OK. J'ai fait le bac de 2 ans. Puis ensuite, j'étais rendu à chercher un emploi maintenant que j'avais terminé mes études. Puis ça allait donner que j'ai reparlé à Charles Dufresne, que j'ai mentionné tantôt, pour que je travaille avec lui dans Progipac. On est resté quand même amis en communication suite à ce stage-là. Puis c'est ça, on s'est mis à discuter de Progis, puis ça va-tu bien? Est-ce qu'il y a comme est-ce qu'on veut améliorer les choses un peu? Y a-tu un mouvement comme de progresser technologiquement et tout ça? C'est-tu intéressant? Puis ça a donné que c'était le cas. Qui disait, il y a vraiment une bonne volonté d'aller dans de nouvelles technologies, d'une meilleure façon de faire et tout. Ouais. Fait que je dis, écoute, c'est intéressant, je vais essayer de voir. Fait que j'ai comme renvoyé mon CV chez Progis. Évidemment, ils connaissaient mon nom. Ils m'ont fait repasser le test technique d'entrée. Ouais. Je me souviens, c'était Mathieu qui, à ce moment-là, qui me dit, je veux juste voir entre le test de Vincent, le stagiaire, et Vincent qui a fini ses études, c'est quoi la différence de skills. Puis apparemment que c'était... Il y en avait une. Il y avait une assez bonne différence parce que j'ai été engagé. Ouais. C'est ça, j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle chez Progis, mettons, depuis... c'est il y a 9 ans de cela maintenant. OK. J'ai travaillé dans presque toutes les... Dans quelle techno tu as travaillé depuis que tu as commencé chez Progis? Mais Progipac, c'est un Progipac 2, en fait, là, qui veut être une réécriture de Progipac 1, qui était un système en BBX. En BBX. Ouais. Enfin, on en parle. On en parle, le BBX, qui n'est pas particulièrement connu aujourd'hui. Non. Quand je dis BBX, c'est un offshoot un peu de Basic, que le monde connaisse un peu plus, parce que BBX, ça veut dire Business Basic. Ouais. Fait que Progipac 2 voulait une réécriture de ce logiciel-là en PHP. Fait qu'à l'époque, c'était du PHP 5.3, MySQL, 5 points quelque chose, là, la version de MySQL à ce moment-là. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de... le front-end, c'était juste du HTML avec jQuery, un bon classique là, des années 2000-2010. OK. C'est principalement ça. Progipac a quand même plein de technos différentes un peu qui sont utilisées à différents niveaux. Fait que ça en ratisse large, mettons, en termes de librairies différentes, langages de programmation et tout. C'était principalement ça. Quand je suis retourné chez Progis après mes études, j'ai plutôt été envoyé dans l'équipe de ProgiSync, qui est une autre solution de Progis, qui aussi est en PHP avec MySQL, un peu plus standard, mettons, dans sa stack. OK. Et ouais, fait que j'ai commencé là, j'ai travaillé là-dedans durant un an ou deux. Puis à un certain point, j'ai entendu parler que ProgiParts, qui est une autre solution chez Progis. Progis a beaucoup de solutions, c'est quand même un gros éventail de logiciels.
pour couvrir comme tous les trous possibles de l'industrie, on dirait. Ouais. Mais, puis, c'est ça, Progipart, c'était un peu... Ça, c'est une application pour acheter des pièces d'auto, de voiture, quand on a des accidents, c'est ça, avec les assurances. Exact. Faire le lien un peu avec les... Oui, c'est ce que on parle de parts procurement. Souvent, on parle de Progiparts, l'approvisionnement en pièces. C'est ça. Fait que ça gère la communication, les interactions entre les carrossiers qui réparent des dommages de carrosserie sur des véhicules et les fournisseurs de pièces. Puis à travers tout ça, évidemment, là, c'est dans un contexte d'assurance automobile. L'assureur est très impliqué là-dedans pour les coûts, des choses comme ça. Ça, c'est en PHP. Oui, mais ça, initialement, était aussi en BBX. Comme Progi. Dans le fond, Progi, à la base, créait ses logiciels en BBX. Ouais. Puis il y a eu un virement web vers du PHP, justement, là, avec... excuse-moi. Avec Progipack 2, avec Progiparts, qui est parti un petit peu après. ProgiSync a été démarré dans ces années-là aussi. Quand j'ai fait mon stage chez Progi, beaucoup des plateformes PHP apparaissaient à ce moment-là. C'était comme le premier virage technologique de départir de BBX un peu. OK, je comprends. Puis, j'ai perdu un peu mon t'étais dans ce que je parlais. Ouais, c'est ça. Dans Parts, tu avais dans le fond PHP, BBX. Puis je pense qu'il y avait du VB aussi. Oui, il y a aussi une application VB qui a été faite. Donc, il y a vraiment un mélange assez hétéroclite. Là, c'est très particulier comme, avec du front-end aussi là-dedans, comme environnement. Ouais. Puis là, dans le fond, tu es encore dans cette équipe-là. À ce moment-là, je suis dans ProgiSync, puis j'entends parler qu'ils veulent mettre de l'effort dans Progiparts. Là, ils ont commencé. En fond, ils ont fait une portion de l'application en PHP avec le framework Symfony. C'était un peu les débuts de ça. Symfony, il y avait un consultant, je crois même de Sensio Labs qui font Symfony, qui était venu chez Progi, qui avait donné des formations. Ouais. Puis ils ont parti le projet avec ça. Donc, on prend ce framework-là, on y va. Puis il avait parti, mais évidemment, le cœur de l'application restait en BBX. Puis le développement, il y avait une petite portion en PHP, mais ça restait qu'une petite portion. Le reste était encore dans les vieilles technologies, puis ça bougeait pas trop. Puis à ce moment-là, à peu près, comme je disais, peut-être 2 ans après que je sois rentré, il y avait un désir de dire non, on veut vraiment déplacer des choses de BBX vers le PHP. Ils voulaient une solution un peu différente de Progipack. C'était pas une réécriture, ils voulaient tranquillement déplacer du BBX vers le PHP, qui est une épopée qui a duré quand même longtemps et qui est encore d'actualité un peu. Exact, mais oui. Mais ouais, fait que j'ai entendu parler de ça, puis je voulais autre chose un peu de ce que je vivais dans ProgiSync, le code base, comment c'était. C'était très... C'est une application en PHP, mais elle commençait à faire son âge un peu. Puis je trouvais ça cool, on veut amener une nouvelle techno et tout. Fait que j'ai parlé au directeur de l'époque, qui était Carl. Puis j'ai dit, je serais vraiment intéressé à le travailler dans Progiparts. Ça a l'air quand même le fun, le projet. C'est vraiment aller chercher des nouvelles technologies, de nouvelles affaires. C'est ça. Fait que c'était cool. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Fait que je suis devenu programmeur pour l'équipe Progiparts, qui n'avait pas grand monde. C'était vraiment une petite équipe tout petit, là. Qui faisait comme juste maintenir un peu l'application. Puis là, on voulait un peu partir quelque chose là-dedans, puis y mettre plus de l'effort. Puis j'ai travaillé comme programmeur. J'étais comme un peu junior, début intermédiaire peut-être. De fil en aiguille. J'ai progressé. Puis à un certain point, le lead de cette équipe-là, qui était Jean-Pierre Bouchard, puis, il a été comme envoyé dans une autre équipe pour partir un nouveau produit. Il a été un petit peu comme lead de 2 équipes en même temps. Fait que ça m'a donné beaucoup de place à être indépendant. Me mettre à un peu faire mes propres architectures un peu de ce que je programme. Puis un peu. C'est ça. Un peu. Ça t'a donné comme ça, t'a ouvert la porte. Puis t'es rentré. Puis ça te dit. Ça a comme. Exact, ça fitait un peu avec ce que tu voulais. Puis ta posture aussi, j'imagine, à l'époque, dans l'équipe. Te positionner bien pour un rôle de lead, j'imagine. Oui, c'est ça. C'était comme une progression naturelle un peu. C'est cool. Jean-Pierre a été beaucoup un peu un mentor dans cette portion-là, mettons, de ma carrière. Il voulait m'aider à me développer de ce côté-là, puis éventuellement pouvoir être juste comme leader cette équipe-là, que lui soit sur l'autre équipe. Fait qu'il m'a aidé beaucoup de ce côté-là. Puis l'équipe a commencé à prendre de l'expansion aussi à ce moment-là. Le projet a commencé, on a voulu engager des nouvelles ressources. Puis je me suis retrouvé à être comme le senior de l'équipe, qui fait des architectures, qui fait valider un peu par le lead, mais le lead est quand même pas si présent que ça. Puis éventuellement, pour devenir lead de l'équipe, officiellement, mettons. Avant le début du nouveau projet sur lequel je suis présentement, là, on va en parler aussi. On peut en parler, mais il faut dire que les décisions d'architecture
c'est pas c'est des décisions techniques, mais au final, c'est selon le contexte de la business qui détermine si c'est une. Toutes les façons de faire ont des pros and cons, puis c'est vraiment selon qu'est-ce que la compagnie essaie de faire, c'est quoi ses objectifs, exact. Qu'est-ce qu'on veut. On parle souvent des non-functional requirements de ton application, à quel point la disponibilité de ton application, à quel point tu vas vouloir scaler dans le futur et tout ça. Souvent, c'est ces choses-là qui font que ton contexte est un peu unique. Oui. C'est ça que je trouve. Puis ça va être pour un autre podcast, puis un autre épisode sûrement, là, mais c'est pour ça qu'on a mis en place chez Progy un comité d'architecture d'entreprise, qu'on s'assure que les décisions d'architecture qu'on prend sont en ligne avec les objectifs de croissance d'entreprise, les objectifs business. Fait que ça, je trouve ça super important. Puis on pourra en parler. Je sais que c'est un sujet que tu aimes aussi discuter. Puis si je comprends bien, le Strangler Fig, on l'a mis de côté. Puis on a décidé de réécrire l'application. Ouais. Puis c'est quoi la stratégie technologique qu'on a utilisée que vous avez utilisée, que vous avez décidé de prendre pour réécrire l'application? Est-ce que c'est monolithe ou... Oui, exact. La stratégie qu'on a décidé de prendre, c'est une approche plus en microservices, en y allant un peu tranquillement, quand même. On ne voulait pas se lancer à aller comme ultra microservices et tout. On voulait être juste assez en microservices, assez divisé pour que ça nous soit utile, pour notre stratégie un peu. On aurait pu prendre aussi une approche avec un monolithe bien découpé en modules et tout ça. Puis je me souviens à l'époque qu'on avait la discussion, puis ça aurait été une option peut-être viable aussi, parce que c'est pas... Tu sais, les microservices, on le sait, c'est un peu un buzzword, là, puis on était bien conscient qu'il y avait beaucoup de désavantages, mais il y avait aussi beaucoup d'avantages, comme tu as dit tantôt. Puis je pense que, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais l'approche monolithique, modulaire ou entière typique, on a décidé de ne pas se diriger dans cette direction-là parce qu'on voulait un peu... comme enforcer ou imposer une séparation logique par domaine d'affaires. Fait qu'en faisant en microservices, c'est que là, on se force à dire, on découpe bien nos domaines, puis ça nous force à réfléchir. Bien, ça appartient à un service X, ça appartient à un service Y. Puis là, on a vraiment des ownership clairs par équipe. Ce qu'on aurait peut-être pu faire en monolithe, corrige-moi si je me trompe. Un monolithe modulaire absolument. Aurait été une solution. Mais je pense qu'on n'avait pas assez d'expérience dans cette... Puis on n'avait pas non plus un microservice, par exemple. Mais en tout cas, je voudrais t'entendre là-dessus. Oui. En fait, personnellement, ma stratégie initiale, c'est un monolithe modulaire. Mon but, c'était de prendre le temps, prendre l'application existante en PHP, la rendre plus modulaire, faire la même chose du BBX, puis aller avec, comme on parle un peu de Strangler Fig, y aller comme ça. Là, la stratégie a changé avec les nouveaux objectifs de l'entreprise. C'était non, on va réécrire. Il faut pouvoir scaler très rapidement les équipes puis vraiment mettre le pain sur la planche. On ne peut pas passer 1 an ou 6 mois, ou je ne sais pas exactement combien de temps que ça aurait pris, mais à comme refactorer ce qu'on a pour ensuite pouvoir ajouter des ressources. Ouais. Puis comme tu dis, la meilleure façon un peu qu'on trouvait pour se lancer à splitter en plusieurs équipes et les scaler très rapidement, c'est que ces équipes-là soient indépendantes puis puissent être dans des domaines très séparés. Puis il y avait aussi des avantages intéressants avec les microservices on voulait aller plus vers du CICD dans la nouvelle plateforme. L'avantage en microservices par rapport, contrairement comme à un monolithe en CICD, c'est que ton déploiement est pour le morceau que tu as fait un changement, pour ce service-là, tu as fait un changement, il se fait déployer. Tandis qu'en monolithe, tu déploies l'entièreté de ton application à chaque fois. Fait que tu as un niveau... le risque ou l'impact de ton déploiement est beaucoup plus gros. Absolument. C'était intéressant pour ce niveau-là. Puis tu sais, l'approche était toujours de comme on va juste assez en microservice pour les pros qu'on veut obtenir. Oui, on était conscient des dangers. Ouais. On était conscient des pièges aussi parce qu'on avait fait nos devoirs là-dedans. On avait écouté on avait lu beaucoup, je me souviens. Puis je pense aussi que. Puis moi, parce que quand on dit on fait des microservices, il y a le mot micro. Fait que souvent, on a tendance à penser, avec raison, là, que c'est très petit, puis qu'on en a des centaines, puis que chaque service fait une seule affaire très précis. Mais on s'est rendu compte que ça peut être gros, un microservice. Puis même nous, on appelle des macro-services à l'interne. C'est des gros services, mais le principe reste le même, que tu exposes un API, que ça fait... Ouais. On l'a juste comme circonscrit dans un domaine d'affaires.
Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est pour faire la différence un peu, parce que dans la littérature, il y a des architectures orientées en service. Ouais. Puis le microservice, c'est comme un autre concept à part. Généralement, une des grosses différences, c'est que en microservice, ton microservice a beaucoup plus, comme tu dis, un peu là, comme une seule responsabilité et est très indépendant. Généralement, ils vont avoir chacun leur base de données. Exact. Tandis que tu peux avoir une application qui a plusieurs services, mais une seule base de données centrale. Ce qui amène quand même beaucoup de problèmes, là, parce que tu viens un peu mélanger les mauvais côtés du monolithe puis les mauvais côtés du microservice, des fois, à certains niveaux. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup pour ça que, comme une séparation, une architecture en service, microservice, c'est pour le séparer, mais micro ne veut pas dire que ça doit être minuscule. Exact, c'est ça. Au final, c'est un peu comme dans les bonnes pratiques de programmation, on parle de Single Responsibility Principle, dans le solid. Single Responsibility, c'est quelque chose que la granularité de cette responsabilité-là, ça devient un petit peu un art. Tu peux jouer un peu avec de comme à quel niveau d'abstraction on parle d'une seule responsabilité, mais la façon comme un peu stupide dans le code de l'implémenter est de dire que chaque méthode a une seule ligne de code parce que c'est fait une seule chose. Ouais. Mais si tu le prends à un niveau un petit peu plus élevé, mais il fait juste une chose, un processus, un petit processus, mais tu peux un peu jouer avec ça. Ouais. C'est la même chose pour des microservices. Tu donnes une responsabilité. À quel point c'est granulaire, là, ça va aller un peu selon tes besoins. Parce que il y a un overhead à devoir créer des services puis les gérer à part, que ce soit Absolument. avec ton pipeline, ce développement. Tout le DevOps, là, ça, il faut en parler parce qu'on l'a vu, nous autres. Exact. Transition microservice, pression accrue sur le DevOps, monter des environnements, les pipelines, les repos. C'est comme un overhead que tu as. Là, à chaque fois que tu crées un microservice, il faut que tu planifies ça. Exact. Comment vous l'avez vécu dans votre équipe, vous autres, cette transition-là? Ça c'est quand même bien, ça se passe quand même bien. Ouais. On est dedans en ce moment, fait que c'est sûr que on n'a pas nécessairement tant de recul que ça, là, mais ça se passe bien, mais on le vit quand même, on le ressent, le besoin accru envers l'équipe DevOps, qui chez Progis est quand même du côté de l'équipe des opérations, le IT. Fait que je pense qu'on s'améliore quand même, je pense qu'on est encore en train de voir la meilleure façon de travailler en équipe, qu'on on est comme très loin l'un de l'autre, notre équipe de développement, c'est parler aux TI, les TI qui sont un peu un point central de l'entreprise pour toutes les équipes. Fait qu'ils en ont beaucoup de clients à faire, des clients internes, mettons, à faire des choses pour eux. Fait que c'est sûr que ça demande un peu de gérer le backlog de qu'est-ce qu'on fait, parce que là, on va avoir besoin des IT pour ça. Faut un sprint d'avance, les notifier qu'on a telle chose à mettre en place, puis on essaie d'organiser nos choses pour qu'on tombe pas avec un bloquant, qu'on est pris, ça nous prend ça, on peut pas avancer sur rien. Mais ça complexifie les choses. C'est vraiment d'arrimer le développement avec les opérations. Le DevOps, c'est ça. Puis on en parlait dans un autre épisode avec Laurent, c'est le T-shape. C'est pour ça l'importance d'avoir des gens qui sont qui sont pas nécessairement experts en DevOps, mais on s'attend qu'ils connaissent un peu assez pour que ça ne devienne pas un bloquant quand ils ont des besoins. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup chez Progis à rendre les équipes de plus en plus autonomes au niveau de leur DevOps, de leur pipeline, tout ce qui pourrait, dans le fond, les empêcher d'atteindre leurs objectifs de livraison. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis j'aimerais ça aussi te savoir. Je sais que quand tu fais des microservices, c'est que ton minding change complètement au niveau de la collaboration. C'est que là, tu fais un service, donc nécessairement, tu le sais que tu vas te faire appeler par un autre service qui va consommer ton API. Ouais. Mais comment vous avez réussi ou c'est quoi votre stratégie, dans le fond, pour éviter qu'il y ait des breaking change, que quand vous faites une modification à votre service, ça ne brise pas un autre consommateur à côté qui appelle votre API? Oui. Je pense que ça tombe beaucoup dans notre stratégie de test, principalement. L'approche qu'on a, c'est vraiment une question de niveau de confiance dans nos changements qu'on fait. Évidemment, on parle de la pyramide de tests, un peu classique, de dire d'avoir beaucoup de tests unitaires dans notre service, des tests d'intégration. Notre objectif, c'est un peu, si on peut avoir nos tests automatisés, unitaires, d'intégration et tout ça, qui peut s'assurer que notre service fonctionne bien en tant que tel. Ensuite, quand on arrive dans le front-end qui utilise plein de services, on peut se fier que le service est fonctionnel
avec notre batterie de test existante. Ensuite, il faut tester les interactions avec ou l'agrégation de ces choses-là ensemble dans une autre sorte de test, des tests end-to-end, des tests un peu plus de UI ou peu importe. Fait que d'avoir une très bonne batterie de test à différents niveaux, à différentes hauteurs dans la pyramide, nous aide quand même beaucoup à faire ça. On rentre un peu présentement dans les tests de contrat. C'est quand même quelque chose de comme très nouveau. Ouais. Fait que c'est pas en place encore. On est encore dans cette épopée-là un peu là, essayer de mettre vraiment tout en place au niveau de nos tests. On voit aussi, on traite différemment un peu les dépendances entre les services internes à une équipe puis qui interagissent avec d'autres équipes. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, la communication est plus difficile. T'sais, si tu as un front-end, un back-end qui communiquent ensemble, c'est la même équipe qui les développe. C'est plus facile de dire je l'ai testé, ça fonctionne, je sais qu'il y a eu le changement, c'est moi qui fais le changement dans le front-end d'après, je sais comment ça marche. Si je change un, je connais l'autre. Mais dès que tu as plusieurs équipes, tu as un boundary entre deux équipes dans lequel la communication se fait, mais ça devient plus compliqué. Exact. Je pense que c'est là qu'on veut mettre la majorité de nos efforts au niveau des tests de contrat. OK. Avec des tests de contrat, là, je reviens là-dessus. Là. Je trouve ça super intéressant. Là. Je sais que c'est un peu nouveau dans l'industrie. Concrètement, comment vous l'avez mis en place? C'est quoi le principe, dans le fond, du test de contrat? Là? C'est qui crée le contrat? Comme je dis, de notre côté, on ne l'a pas encore vraiment mis en place. On train un peu de travailler là-dessus, de regarder ça. Mais à la base, le test de contrat, on parle de consommateur puis de producteur. D'un service, d'un API. Tu as un certain service qui a un endpoint que tu peux consommer. Fait que tu es consommateur de ce endpoint-là. Lui, il est le producteur de cette information-là. Mm-hmm. Ton utilisateur du endpoint va l'utiliser d'une certaine façon. Fait que lui, dans le fond, il crée un contrat pour dire voici la façon que j'utilise ton endpoint qui fonctionne en ce moment. C'est ça que je m'attends comme fonctionnement. Ce contrat-là est mis dans un répertoire de contrats. Puis ton producteur, lui, quand tu fais des changements, quand tu exécutes tes tests de contrat, lui va aller chercher ces différents contrats-là, puis les valider contre son propre API pour voir est-ce que je suis encore toutes les utilisations. D'un coup, qui est un consommateur quelque part que lui, il l'utilise d'une façon un petit peu bizarre parce qu'il voulait faire une certaine chose, ça se faisait pas très bien, il trouvait comme une façon de le faire fonctionner qui n'est pas trop standard. Ben, c'est le genre de consommateur qui peut briser quand toi, tu fais ton changement de ton côté de ton producteur et tu ne savais pas qu'il utilisait ton système de cette façon-là. C'est ça, parce que tu peux pas garantir parce que là, tu es dans un mode que tu exposes un API puis n'importe qui veut l'utiliser peut le faire. Puis évidemment, on pourrait se dire, on pourrait juste se donner un registre de qui consomme quoi puis mettre ça à jour manuellement, mais ça devient on se fie sur la rigueur humaine pour le faire. Fait que nous, on a décidé de vraiment dire, nous, là, c'est impossible de faire des breaking change. Pour ça, on a mis en place des tests de contrat. Comme tu dis, on a un broker, puis on utilise un outil qui s'appelle Pact.io, Pact.io, là, qui est un très bon outil. Donc, on a un serveur à l'interne, un broker, on enregistre nos contrats là-dedans, puis tous les services qui produisent des API, ils doivent aller chercher la liste de contrats qui les concernent. Puis si jamais ça brise un des contrats, à ce moment-là, ils ne peuvent pas déployer en production. C'est ça? Exact, c'est ça. C'est principalement ne pas vouloir faire confiance à l'humain de devoir se souvenir parce que tu as des nouveaux employés qui rentrent constamment, qui n'ont pas nécessairement la même vision. Il y a du code que tu ne touches pas souvent. Comme je dis, il peut y avoir des utilisations très étranges de ton API que tu ne savais pas, fait que tu ne peux pas le tester, tu ne peux pas y penser tant que ça. Ouais. C'est la même chose avec les tests unitaires à la base, c'est de dire je ne veux pas que les gens qui utilisent ma librairie aient à connaître tous les détails de la librairie parce qu'ils doivent le tester puis s'assurer. C'est non, je fais la librairie, j'ai des tests automatiques qui roulent là-dessus, tu peux l'utiliser. Si je la modifie, les tests vont briser. Ça enlève ce côté-là d'erreur humaine qui va arriver, puis c'est pas parce que le programmeur n'est pas bon, c'est comme normal, si tu n'as pas des bonnes stratégies de test, que tu te retrouves avec des problèmes en production, que tu as brisé de quoi d'important, le service est down. On en voit plein dans les nouvelles constamment. Là, une grande compagnie qui utilise un outil d'une autre start-up quelque part, ils n'ont pas vraiment une bonne stratégie de test. Un programmeur qui fait un changement, ça pète. Oups, la grosse compagnie, elle utilisait ça partout, puis soudainement, ça affecte tout le monde à l'international. On n'en mentionnera pas des précis, mais il y en a plein qui peuvent venir en tête.
C'est des choses qu'on veut éviter. Puis le fait qu'on voulait scaler en plusieurs équipes pour vraiment travailler sur ce projet-là, on parle qu'on veut comme 3 équipes de développement, plein de développeurs, mais ça prend ça. Sinon, tu vires fou, là. Essayer de t'assurer que tout fonctionne bien. Puis, ça fait 1 an à peu près là, que vous avez commencé à développer dans cette stratégie-là, qui est très pragmatique, là, je vais dire, de microservices. Puis, est-ce que déjà, tu aurais des choses que tu dis, ben ça marche moins bien, il y a des choses que c'est à refaire, peut-être qu'on le ferait un petit peu différemment, ou est-ce que vous jugez que c'était encore une bonne solution à votre problème? Je pense que c'est une bonne solution. Justement, on a une approche très pragmatique et très itérative. Je crois beaucoup à ce côté-là, développement agile, de dire, regarde, on fait quelque chose, on le rend fonctionnel. Si on se rend compte que ce n'était pas la bonne direction, on refait une itération dessus. L'architecture de notre solution est un peu comme ça. On a parti un petit morceau. Ah, OK, ouais, celui-là, on va le séparer. On fait un autre morceau. Ouais. On se rend à avoir nos services. Récemment, on a frappé un certain problème que notre front-end avait beaucoup de logique d'agrégation parce que notre front-end utilise des informations qui viennent d'une panoplie de services puis doit un peu toutes les mettre ensemble pour l'afficher au UI. Ça devenait compliqué. Gérer la sécurité pour l'accès à certaines de ces données-là, ça ne marchait pas super bien. Fait que là, on s'est dit, bon, je pense que c'est peut-être le temps qu'on commence à parler de gateway, des services de gateway pour agréger ces infos-là puis que notre front-end ait un seul point d'entrée un peu pour chacun de ces use cases, d'aller chercher ça. Mais tu sais, on n'a pas créé une architecture en se disant on va avoir un front-end, un gateway, un back-end et tout. On a notre front-end, notre back-end, on travaille comme expérimenté, ça. Lorsque le besoin se présente, là, c'est le temps. Là, on voit réellement une bonne raison pour qu'on ajouterait ce gateway. Vous n'avez pas fait toute l'architecture en amont, puis on part avec ça pour les 2 prochaines années. Là. Non, c'est ça. On a parti avec une idée. On a travaillé sur comme un premier jet de comme on pense que ça devrait ressembler à ça. Puis au fur et à mesure qu'on avance, ça rajoute aussi des layers de complexité dans ton architecture. Fait que faut que tu t'assures que tu as vraiment besoin de cette complexité-là, qu'elle règle réellement un problème. C'est vrai. Pour qu'elle vale la peine. Parce le timing est important aussi. Vous n'aviez pas besoin avant, mais si vous l'aviez mis en place avant, ça aurait rajouté un fardeau de plus à maintenir. Puis là, vous avez besoin. Il faut découvrir ce besoin-là. Du côté, on a une deuxième équipe qui travaille du côté des fournisseurs de pièces dans Projiparts. Ouais. Puis, tu sais, eux, ça donne que de leur front-end, toute l'information qu'ils ont besoin vient toujours du même back-end. Il n'y a pas de temps cette agrégation-là de données parce que les fournisseurs reçoivent des demandes de soumission, ils répondent, ils reçoivent des commandes, ils facturent, mais c'est toujours leur propre objet sur lequel ils agissent et qui vont persister dans une base de données en back-end. Fait que pour eux, d'avoir un gateway, ça donne, il n'y a pas vraiment d'amélioration, ça n'amène pas grand-chose. Ouais. Mais ça amène que tu as un service de plus à déployer, à maintenir, avec tout ce que c'est les pipelines et tout. Fait que ça amène cette complexité-là. Fait que vous autres, vous avez découvert que vous aviez besoin d'un gateway, d'une interface pour agréger toutes vos données qui viennent des différents services. Puis je sais qu'en microservice aussi, il y a ce qu'on appelle un BFF, là, le Backend for Frontend. Ouais. Ça, c'est un peu différent, je pense, du gateway, le BFF. Un peu. Tu sais, les deux sont des gateways. Un peu de ce que j'en comprends pour ton BFF. Le BFF, c'est beaucoup quand tu as un back-end puis tu as plusieurs front-ends différents qui veulent obtenir des données de ce back-end-là, mais qui ont des besoins un petit peu différents. Souvent, ça va être on parle des requis non fonctionnels. Fait que si tu as une application mobile, une page web, c'est tes 2 front-ends qui callent le même service en back-end. Peut-être que ton application mobile, tu as moins de ressources sur ton téléphone. Fait que quand tu veux aller chercher une liste de données, tu veux pouvoir t'assurer d'obtenir vraiment le moins de données possible pour pas avoir à les télécharger sur ton mobile. L'application web sur un PC, peut-être pas le même problème. Fait que là, tu dis, c'est correct, je vais aller chercher plus d'infos, je vais avoir moins besoin de faire différents calls, je vais pouvoir garder plus de choses comme en cache ou peu importe. Bref, tu as des besoins différents dans tes 2 front-ends. Donc, tu as ton BFF qui est au milieu, puis que lui va, dans le fond, offrir des endpoints différents à ces 2 front-ends-là. Puis finalement, caller le même endpoint en back-end, mais en rajoutant un filtre, en rajoutant de la pagination dedans. Peut-être que la pagination est faite différemment dans tes 2 applications. Fait que c'est plus comme tu as plusieurs front-end, un back-end. Exact. OK. Ton agrégateur, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais ton gateway aggregator,
c'est l'inverse. Tu as ton front-end puis qui doit agréger des données de plein de back-end. Puis c'est de déplacer cette logique-là du front-end dans un service isolé qui va avoir cette responsabilité-là. Quand on parle de ProjiParts, on a un système un peu central chez Proji qui gère un peu toutes les entreprises, les organisations avec qui on fait affaire. Fait que, le nom, les adresses d'organisation-là, les utilisateurs dedans et tout ça. Mm-hmm. Puis vu que toutes nos organisations viennent de ce service-là, ben, quand l'utilisateur est dans une organisation, il crée des dossiers, il fait affaire avec des compagnies d'assurance, on des organisations. Fait qu'à chaque fois qu'on va chercher ta liste de dossiers ou peu importe, tu dois aussi aller chercher les informations de ces organisations-là. Ouais. Fait que là, tu te retrouves à comme devoir agréger ça. On a des configurations un peu... On tombe dans la logique d'affaires de ProjiParts, mais gérer les catalogues de pièces, les différentes industries, c'est un autre service. Fait que là, mais là, mon front-end doit faire ces 5 appels d'API-là, tout agréger ça ensemble. Puis là, tu as comme chacune de tes pages ont des use cases similaires, mais pas tout le temps pareil. Puis, fait que c'est ça, on a décidé de un peu... On aurait pu quand même avoir, mettons, une layer dans l'application front-end qui fait l'agrégation. Ouais. Mais ça nous semblait vraiment une meilleure idée, surtout au niveau de la sécurité, d'aller le faire en back-end. Puis notre objectif est aussi de l'utiliser pour nos cross-cutting concerns, un peu, le logging, garder les transactions entre plusieurs services quand tu fais l'agrégation. Mais si ce que tu fais, c'est pas nécessairement un get d'obtenir des infos, ça se peut que tu aies, toi, à soumettre quelque chose, à faire un post, principalement quelque part, mais ça se peut que tu aies comme plusieurs services à aller faire des modifications dedans. Fait que en microservice, on a le concept de saga parce que ta transaction n'est pas atomique quand tu es dans différents services. Si tu as une failure dans un de tes services que tu veux pouvoir rollback, il faut que tu rollback des opérations dans d'autres services. Pouvoir tout faire cette gestion-là, avoir notre agrégateur au centre fait du sens pour ça. Fait que ton agrégateur va contenir la logique d'affaires, si on va dire, de gérer les sagas, puis toute comme les transactions. À plus haut niveau, il va servir un peu d'orchestrateur. Orchestrateur, c'est ça. Qui peut être un service en soi. Ouais. Tu peux avoir encore là, on parle de la granularité. Notre approche est vraiment, on crée un service, quand on se rend compte que ça vaut la peine de le splitter, on le splittera. Mais pour l'instant, on va en faire un. Fait que pour l'instant, notre agrégateur, il va servir d'agrégateur, mais il va aussi servir un peu d'orchestrateur. Si on voit à un certain point que ça grossit, que les besoins sont différents en ressources aussi de ton service, ça va peut-être valoir la peine qu'on sépare ça, qu'on ait comme notre orchestrateur d'un côté, agrégateur de l'autre. Une des forces des microservices, c'est de pouvoir faire le scaling de chacun de tes morceaux, chacun de tes services indépendamment. Quand tu es dans le cloud, c'est vraiment pratique parce que ça permet de minimiser tes coûts. Quand tu as un monolithe puis tu décides que oh non, j'ai trop de connexions à mon service, ce endpoint-là, j'ai besoin de le scaler. Ton monolithe, il faut que tu scales le monolithe en entier. Ça fait que tu as plusieurs instances du monolithe. Ça va te coûter beaucoup plus cher en ressources là, dans le cloud. Tandis que là, on pourrait dire mon gateway est vraiment utilisé, je vais le scaler, mais je vais quand même garder une seule ou deux instances de mon back-end parce qu'au final, c'est sûr que le gateway va avoir plus d'interaction que le back-end parce que tu as un gateway pour tes 6 back-end. Fait que c'est quelque chose de quand même nice. Pourquoi aussi on a décidé d'avoir un service back-end pour faire ça. OK, cool. Ouais. Puis, il y a tellement de choses que je voulais qu'on aborde ensemble. Là. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais je sais que chez Proji, on met beaucoup d'accent sur l'efficacité. On veut pas avoir à, mettons, faire 2 fois ou écrire 2 fois le même code ou on veut être efficace. Puis on a eu la discussion quand même à plusieurs reprises de est-ce que ça vaut la peine d'avoir comme des librairies communes que les différents services se partagent? Est-ce que, parce que là, à ce moment-là, tu n'as pas à réécrire, parce que tout le temps, un overhead, quand tu fais un service, tu as tout le temps la sécurité, l'authentication, toutes ces choses-là. Je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une couche, si on veut, commune, un genre de petit framework de librairie, ou au contraire, on y va vraiment puriste, chaque équipe fait ses affaires, puis on y va comme ça? Ouais. En effet, la vue puriste microservice, c'est de ne pas partager de code parce que tu crées une dépendance. Puis, si la force de microservice, c'est d'être comme indépendant dans ton déploiement, si maintenant un changement dans une librairie peut affecter tous tes services, tu
tu te retrouves avec le même genre de risque que dans ton monolithe. C'est sûr que vision puriste, c'est ça. On n'est pas aussi puriste que ça. On a rencontré quand même certains problèmes à utiliser une librairie partagée dans comme toute l'entreprise chez Progy. Ouais. C'est difficile de s'assurer de supporter tous les besoins des différentes équipes dans cette librairie-là centralisée parce que c'est trop large. Puis c'est toutes différentes équipes. La communication est difficile. Il faut que tu puisses communiquer ce besoin-là et tout. Ouais. Un gros problème qu'on a rencontré chez Progy, puis qu'on travaille beaucoup ensemble là-dessus, c'est l'ownership du code. C'est qu'on se retrouvait d'avoir des librairies centralisées qui sont un peu... C'est quand la librairie appartient à tout le monde, la librairie appartient à personne. Exact. C'est un peu ça qui arrivait. Mais tu as quand même certains concerns qui sont très critiques, très importants, puis tu veux pas que toutes les équipes aient à les redévelopper. Tu veux pas que quelqu'un qui s'y connaît moins doit refaire ça. Fait que là, dans telle application, la sécurité est moins bonne parce qu'il a codé lui-même et il ne pensait pas à tout. Tu as des gens qui deviennent plus experts. C'est ça. Fait que c'est là qu'on vient d'avoir certaines librairies partagées pour l'authentification, des choses comme ça. Ça vaut la peine. Tu peux prendre... Les pros sont un peu plus... valent la peine pour les cons que tu as de cette librairie-là. Ensuite, à l'intérieur d'une même équipe, nous, on en est venu à créer une librairie pour du code partagé entre nos différents services, mais l'objectif, c'est que ça reste dans notre équipe. Exact, OK. C'est que les autres équipes ne vont pas installer notre librairie et partager ce code-là. On ne veut pas que ce soit partagé à toute la compagnie, mais partagé au sein de la même équipe agile, les mêmes développeurs. La communication est beaucoup plus facile. On est tous dans les mêmes meetings, c'est les mêmes budgets pour nos sprints et tout, le même PO qui planifie les tâches. C'est plus facile on a un meilleur ownership par l'équipe. Puis on a quand même le positif de pouvoir partager du code entre nos services parce que quand tu es tout le temps en train de créer des nouveaux services, en microservices, on n'en crée pas tout le temps, mais on a quand même une poignée de services. Puis à chaque fois, il faut que tu repartes from scratch. Sensiblement la même chose. Je veux dire, exact. À un moment donné, quand tu fais 10 API ASP.NET, t'en as fait assez, puis c'est toute la même affaire un peu. Oui, fait que c'est intéressant. Fait que dans le fond, des librairies communes, oui, mais avec parcimonie, puis vraiment dans des contextes particuliers. Puis c'est vrai qu'on a discuté beaucoup, d'avoir des librairies communes au niveau du département, qui sont partagées à travers les différentes équipes. Ça oblige quasiment d'avoir une équipe dédiée à la maintenance de ces librairies-là, d'un genre d'équipe de tooling ou de enabler ou d'une équipe dédiée. Puis nous, chez Progy, on ne voyait pas le besoin en ce moment d'avoir une équipe dédiée à ça. Fait qu'effectivement, je pense que tu l'as bien expliqué, l'avantage des microservices, on ne veut pas le dénaturer, c'est de garder les équipes le plus indépendantes possible. Fait que c'est vraiment, je trouve ça intéressant comment tu l'as expliqué. C'est vraiment comme un... d'être très comme centriste un peu là-dedans, de ne pas être puriste, mais on n'est pas non plus... On ne va pas rien partager, on ne va pas faire notre gros framework. On essaie vraiment de marcher la ligne au centre, de dire, je veux aller chercher tout ce qui est intéressant, puis je veux m'éviter tout le trouble possible. Ouais. Puis, on fait des erreurs. Trouver c'est sûr. On en a fait. Les commandes, on l'a essayé, on l'a vu. OK, mais là, on avait d'autres enjeux de dire qui maintient ça, c'est dans quel budget qu'on met ça. Ça prend quasiment du budget par équipe. Est-ce qu'on se sépare ça? Mais là, tout le monde l'utilise. Fait que c'est quelle équipe qui le own? Ben là, tu sais. Fait que, mais c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir cette culture-là d'apprendre par l'erreur, par l'expérimentation. Moi, j'aime beaucoup aussi cette façon de travailler-là. Puis je pense que ça prend ça quand, sinon, si, mettons, on avait eu une culture de, toute ton architecture, il faut que ça soit tout analysé d'avance, ton gateway aggregator, il faut que ça soit, je veux le voir sur un schéma, un modèle C3, whatever. Mais tu m'aurais dit, là, je sais même pas si on en avoir besoin, dans 1 an, 2 ans. C'est là que tu finis avec des architectures trop complexes. Parce que tu as voulu penser à tout ce qui pourrait failer parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Exact. Tu as pris ta direction. Tu tu as peur de... c'est ça. C'est vraiment... C'est le côté de développement itératif qui est super. C'est que tu es constamment en train de réévaluer. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça répond-tu réellement aux besoins? Puis les besoins peuvent changer. En informatique, c'est ce qui fait que c'est des problèmes... On parle de problèmes complexes, problèmes compliqués souvent en informatique. Problèmes compliqués... Il y a plein de choses à penser, il y a plein d'étapes, il y a plein de variables, mais tu les connais. Ouais. Donc, tu peux arriver à une recette de comment faire
comment répondre à telle situation. Puis ça va être tout le temps la même recette dans la même T'as situation. plus de C'est juste connus que d'inconnus, Exact. quand même. Mais en informatique, tout change tellement. Puis on est là pour servir la business. Fait que l'industrie dans laquelle on évolue, les objectifs de la business vont Ça tout le peut temps changer comme vite. changer de cap. Puis soudainement, non. Projet décide, on va aux États-Unis, on va en Europe, on part international. Oh, là, faut que tu scales. Oui, c'est ça. C'est là, de là l'importance d'être vraiment arrimé entre l'équipe de développement puis la direction ou la haute direction. Mais ça prend une direction qui te donne la liberté d'expérimenter. Puis c'est pas toutes les entreprises qui permettent ça. Il y en a des entreprises que les autres, c'est un peu plus waterfall ou plus rigide. C'est comme nous autres, on fait pas de projet à moins qu'il y ait une architecture, que ce soit tout estimé. Puis... Mais moi, c'est ça que je trouve trippant chez Progy, c'est qu'on a la liberté d'expérimenter. Puis on est conscient que le domaine dans lequel on est, il y a plus d'inconnus que de connus. Fait que, en étant conscient de ça, ben, ça nous oblige à nous adapter. Nos façons de travailler sont différentes. Exact. Tu peux aussi, c'est là que tu peux beaucoup plus innover. Quand tu sais que tu peux essayer quelque chose, ça marche pas, tu essaies autre chose, tu reviens, tu vas de façon itérative. C'est là que tu peux aller chercher, tu vas avoir des idées vraiment intéressantes que normalement, tu n'aurais peut-être pas pris la chance parce que c'est vraiment. Non, c'est un roadmap. Il faut que tu as tout le temps peur d'essayer des choses. Pendant un mois. Après ça, tu fais l'architecture, puis tout pendant un autre mois, tu fais le développement. Ça ne marche pas, puis comment non? Nous autres, les microservices, on a rentré là-dedans, puis on n'avait pas d'expérience. On a appris, ça nous faisait peur au début, mais on s'est dit, regarde, on va y aller morceau par morceau un petit peu. On a eu des formations, on a lu beaucoup, on s'est challengé. Je vais t'avouer que ça me fait toujours peur. C'est ça. Je vis bien avec. Mais on a moins peur qu'avant. Il y a moins d'inconnus qu'il y avait. Puis on s'est rendu compte que finalement, les microservices, c'est pas si différent de ce qu'on connaissait déjà, mais c'est dans un domaine, dans un contexte un peu différent, dans une approche qui est plus de collaboration, puis d'exposer des fonctionnalités, dans le fond, à travers des API. C'est des grands mots pour des abstractions de concepts qui, au final, veut dire que aussi, tes deux endpoints d'API ne sont pas dans le même repo Git. Dans le fond, je veux te dire, dans l'implémentation, ça peut être quand même simple, puis ça amène plein de considérations. Mais là, on n'est pas les premiers à faire des microservices non plus. Il y a plein de ressources. On a laissé d'autres entreprises planter avant nous pour qu'on apprenne de ça. Mais on le savait qu'il y avait des pièges. On le savait que c'était un trend dans l'industrie depuis des années 2010 à peu près, là, avec les Netflix et tout ça qui sont partis avec ça. Mais on n'est pas Netflix. En même temps, on n'est pas une multinationale. On n'est pas des milliers d'employés. Exact. On se souvient bien d'être allé au Kung Fu avec notre nouvelle architecture microservice, puis que la moitié des talks, c'est revenir au monolithe, les microservices. En avez-vous vraiment besoin? Probablement pas. Mais je crois quand même toujours en notre direction là, au niveau de l'architecture. Puis je crois qu'avoir quand même un certain respect pour les négatifs de l'architecture, il y en a toujours. Mais tu sais, j'ai encore un peu peur des microservices, mais je pense qu'il y a une certaine retenue qui est intelligente à avoir, là, qui est très... c'est ça. Je veux pas y aller juste pour le fun d'y aller, les yeux fermés. C'est ça, parce que j'ai entendu parler de ça, puis c'est la nouvelle tendance. Puis, pour finir, j'aimerais ça, parce que tu as parlé tantôt de quelque chose que je trouve super important, le CICD. Puis le CICD, je trouve ça important parce que de là découle comme plein de choses super tripantes qu'on pourra se reparler peut-être dans un autre podcast. Mais avec Laurent aussi, dans un autre épisode, on parlait de shift left, puis de comment l'équipe doit s'approprier la qualité. Puis pour moi, ça touche aussi au CICD. Puis j'aimerais ça que tu en parles un peu de comment vous autres, vous l'avez mis en place, le CICD. Puis premièrement, c'est quoi pour toi, là, concrètement, ça se fait comment dans votre équipe? Ouais. Comment qu'on... tu sais, je dirais que le CICD te force à faire des choses que tu pourrais faire sans CICD au niveau des tests automatisés et tout ça. Tu pourrais simplement avoir une excellente batterie de tests puis, et tout ça, puis avoir quand même des release trains ou peu importe la façon que tu fais tes releases à plus longue échelle. Mais ton CICD va te forcer parce que chacun de tes changements est déployé en production automatiquement quand il est approuvé. On a quand même un processus de code review, des tests d'acceptation au niveau business un peu, là, des features. Il y a quand même certaines gates à l'intérieur, mais tu dois avoir ton processus de pipeline et tout. Là, on peut même aller jusqu'à dire que si
Si tu n'es pas en CICD, tu pourrais ne pas avoir un pipeline pour le déploiement. Tu pourrais faire toi-même packager ton application, la mettre sur le serveur. Mais là, si tu fais des déploiements toutes les semaines, tous les jours peut-être, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé d'aller vers une technologie qui va automatiser plus de choses. Fait que ça nous a forcé à vraiment bien penser, de vraiment automatiser le plus de choses. Exact, ça t'oblige. Puis tu sais, le CICD, je sais que c'est le Continuous Integration / Continuous Delivery, puis aussi Continuous Deployment. Il y a une différence entre les deux parce que, puis nous, ce qu'on a choisi de faire, puis je veux juste que tu me confirmes, c'est que quand tu merges ta PR dans la branche main, mais ça se déploie directement dans ton environnement de production ou de staging. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est ça? Exact, c'est ça. Puis tu as la différence entre ton continuous deployment puis delivery. C'est que ton delivery, c'est plus au niveau... Est-ce que tes clients voient la feature? On parle beaucoup de feature flag, A/B testing, toutes ces choses-là. Puis c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Chez Progy, on veut avoir une stratégie comme ça, de pouvoir déployer en production le code, soit désactivé, qu'on l'active quand on a besoin. On veut pas... Parce qu'on l'a vécu dans le passé avant d'avoir mis en place ce processus-là de... Il faut que tu attends avant de faire une mise en production parce que le client, il ne faut pas qu'il voit une nouvelle feature. Il faut que tu fasses de la gestion de changement. Ayant été chez Progy durant les 9 dernières années, il y a eu une très grosse progression sur les processus qu'on a en place pour rendre la vie facile aux développeurs, de s'assurer que ce qu'on déploie, c'est au bon moment, avec le moins de risques possible, le moins de bugs possible. Et tout ça, il y a beaucoup de ça. Les feature flags en est le CICD, ça implique, ça met de la pression sur ta stratégie qualité, ça met de la pression sur ta gestion des déploiements des features. Fait que tu parlais de feature flag. Fait que on ne veut pas s'empêcher de déployer des choses si le client n'est pas informé. Fait qu'on veut cacher des fonctionnalités. Fait qu'on c'est comme un requis. Puis ça met de la pression aussi sur ton DevOps, sur tes pipelines, comme tu dis. Tu redistribues ta pression de déploiement dans tous tes autres. Exact, c'est ça. C'est vraiment un shift left. L'équipe, elle s'approprie un peu tout le produit au complet, de l'idéation jusqu'au déploiement. Puis ça, je trouve ça trippant parce que ça rend les gens vraiment plus engagés. Puis l'équipe se sent concernée quand il y a des objectifs d'affaires. Ça, c'est beaucoup plus motivant. Oui, puis ça va même... Tu as un feedback loop qui est vraiment plus court sur ce que tu déploies en production. Time to market. Si tu as des bugs ou peu importe, ton programmeur, c'est hier qu'il l'a programmé. Là. Fait que c'est ça. Oh non, il y a un bug, désactive la feature, le programmeur fait un changement, il est encore dedans. Le context switching n'est pas trop pire. Exact. Quand tu fais une feature, puis c'est 4 mois plus tard qu'elle arrive en production, puis 1 mois après, il y a un problème, mais là, ça fait 5 mois que tu as fait la feature, puis là, il faut que tu ailles régler un bug. Ça va être plus difficile, plus risqué, plus coûteux de corriger ces bugs-là. Ouais. Ben, c'est ça, le shift left, c'est de détecter les anomalies le plus proche possible de celui qui crée le code du développeur. Fait que c'est vraiment de ramener ça le plus possible. C'est pour ça qu'on fait des tests automatisés, qu'on met tout dans les pipelines. On veut que si ça brise, on veut le savoir le plus tôt possible, s'il y a de quoi qui brise. Puis on a aussi, on rencontrait aussi souvent le problème de des features qui sont une par-dessus l'autre, un peu comme tu fais une nouvelle feature, tu as un feature flag, tu fais une autre feature qui est comme un peu par-dessus la nouvelle feature que tu as faite. Puis là, ils sont comme un peu empilés. Puis là, tu te ramasses, là, on ne peut pas déployer telle feature parce qu'il n'y a pas la feature prérequise un peu. Mais là, le déploiement, il est prévu dans 1 mois. Puis là, tu te ramasses à comme... C'est difficile pour ton développeur de savoir en production c'est quoi l'état de la plateforme. Puis là, quand tu veux reproduire des problèmes, il faut que tu désactives des features pour te rendre... Il y a une différence entre ta prod qui est même version du code, mais qui est comme plein de feature flags qui sont fermés parce que là, tu as un release train qui est très lent. C'est quand même... C'est vraiment le fun pour un développeur de pouvoir réaliser une feature. Flags, on l'active rapidement, puis après ça, tu retires le feature flag, tu passes à la prochaine affaire. Tu fais juste pas le rendre visible, puis c'est super. All right. Mais ça fait le tour pour aujourd'hui. On va se donner peut-être rendez-vous pour un autre épisode. Ouais. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.